Juste un petit rappel les amis pour vous dire que toutes mes vidéos sont aussi disponibles en podcast sur toutes les plateformes d'écoute. Les amis, bienvenue, on espère que vous allez tous très bien et on est très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo parce qu'on se retrouve pour une nouvelle saison. Mec, je crois que c'est saison 4 du Stan and Willow Show. J'ai l'impression que c'était hier qu'on se contactait pour la première fois, mais mec, ça va faire déjà 4 ans, on lance la 4e année. Et il y a eu beaucoup de sujets, on a fait du chemin depuis Koulibaly à Chelsea et les entraîneurs GOAT et tout, mais ça c'était il y a un moment, mais on est prêt, les vacances c'est terminé et bon perso ça fait kiffer. Très content de lancer la saison et de te retrouver. Donc on lance une petite série aujourd'hui, je vais en discuter. Mais déjà Stan, comment ça va? Qu'est-ce que tu nous racontes? Comment s'est passé l'été? J'ai vu que ça a été un petit peu chaud sur la sphère Arsenal. Non, t'as vu, hein, franchement, c'est-à-dire que tu sens que les nerfs sont tendus. Déjà, salam à tout le monde. J'espère que vous allez bien, vous êtes en paix et en santé. Ouais, comme t'as dit, hein, on se retrouve déjà pour une 4e saison. C'est pas mal, pas mal. Si la tendance se maintient, on devrait aller à la fin de notre contrat. On avait signé pour 5 ans. On va voir si on va renouveler. Dans le monde du football dans lequel on est aujourd'hui, c'est rare les mecs qui finissent leur contrat. Donc ouais, non, franchement, ça fait déjà plaisir de se retrouver encore une fois. Une nouvelle année qui nous attend, année de Coupe d'Afrique des Nations, année de Coupe du Monde, année de Ligue des Champions, de championnat. Et effectivement, la tension a déjà commencé en ligne avec Arsenal. Voilà, les gars étaient fâchés contre moi. Ils étaient tous fâchés contre moi, mais c'est des malades en fait. J'ai dit, mais cette année on doit gagner. Voilà, c'est tout. Cette année, on doit gagner. On aura l'occasion d'en rediscuter sûrement dans quelques semaines. Willou, j'espère que cette année, on n'aura pas à faire de thérapie. Franchement, au plus profond de moi-même, j'ai pas besoin de psychologue. J'ai pas besoin de psychologue cette année. Je dois juste aller gagner le titre et puis c'est tout. Donc voilà, un peu de tension, mais c'est tout à fait normal. Je pense que à Arsenal, on a tous envie de gagner. On a tous envie d'aller chercher ce titre qui nous échappe depuis plus d'une vingtaine d'années. Et au-delà de cela, essayer aussi de surfer sur la saison qu'on a fait de l'année passée en Ligue des Champions. Donc essayer de faire mieux que la demi-finale, donc du coup essayer d'aller en finale. Le mercato a été cohérent, donc voilà, c'était un peu ça, mais bon, c'est toujours bon enfant, tu vois. Comme je disais, à la fin de la journée, on a tous le même objectif, c'est de soulever des silverware. Donc ouais, c'est normal qu'il y ait un peu de tension entre supporters, et ça t'envoie dans toutes les communautés, hein. J'ai vu ça aussi durant les dernières années au Barça, on a vu ça au Real et tout. Ça montre un peu la ferveur et la passion qu'on a pour ce sport. Donc ouais, cette année, je pense que dans ma communauté, c'est pas trop un sujet, hein. C'est pas un thème qui revient très régulièrement du côté de du côté de chez nous, mais on a eu d'autres problématiques cet été. J'ai vu le nombre de profils que j'ai vu où les gars s'appellent Michel Kang m'a sauvé. J'ai dit ouais, franchement, elle vous a sauvé. Yes, on sera là. Au moins, on sera dans la conversation et en vrai, j'ai hâte de voir ce qu'on va faire. On en discutera peut-être un petit peu cette saison. Mais en attendant, on profite de cette période estivale et de la fin des matchs. Ouais, il y a quelques matchs amicaux, ça recommence. Les gars ont retrouvé les terrains de l'entraînement. Donc eux aussi, ils sont de retour de vacances. Mais grosso modo, plus de matchs importants avant les super coupes, Trophée des Champions, Super Coupe d'Europe, Community Shield, etc. dans quelques semaines. Donc c'est l'occasion de faire un petit peu bilan de la saison écoulée et surtout sur un thème. Une création totalement stanienne, c'est grâce à toi qu'on est là. Tu as réfléchi à le Ballon d'Or, mais bien fait. Le Ballon d'Or découpé en une dizaine de vidéos, post par post, pour pas rentrer dans une comparaison inutile et pour vraiment cibler, définir, distinguer quels ont été les meilleurs contributeurs individuels sur la saison 2024-2025, post par post. Donc, premier épisode, ici, on fait les gardiens. Sur ta chaîne, dans quelques heures, peut-être au moment où vous regardez cette vidéo, les défenseurs centraux, ce sera nos 2 premiers épisodes et semaine après semaine, on en fait 2. Les latéraux, latéral gauche, latéral droit, milieu défensif, milieu avancé, ailier gauche, ailier droit, etc. On va passer en revue tout le monde et faire notre top 5 pour chaque catégorie. Alors sur les gardiens, il y a beaucoup de monde. C'est compliqué. Franchement, les gardiens, c'est difficile. Très bons gardiens. C'est difficile. C'est pas facile du tout. Et moi, je vais commencer par le gars qui est juste... Je dois faire un petit aparté. Je ferai la liste complémentaire, ma liste complémentaire à la fin, mais je dois faire un petit aparté pour celui qui est juste au pied du top 5, que j'aurais bien aimé mettre dans mon top 5. C'est Lucas Chevalier.
Fair enough. Parce que le gars, il a fait une saison qui l'a propulsé comme étant le futur gardien de l'équipe de France. Il a confirmé ce statut de promesse. Je ne sais pas si ce sera le cas dès cette Coupe du Monde 2026, mais potentiellement, en fonction de ce qui se passe, il y a peut-être un transfert cet été dans un gros club qui intéresse un peu plus Deschamps. On verra la saison de Maignan, etc. Honnêtement, il peut être dans la conversation dans quelques mois. On peut faire des vidéos, ma liste des 26 pour le mondial, etc. Et peut-être qu'il sera là-dedans parce qu'il a sorti une saison 24-25 où en vrai, déjà il a été élu meilleur gardien de Ligue 1. Donc ça, je pense qu'on aura l'occasion de discuter de ça. Mais le meilleur gardien de Ligue 1, c'est pas l'autre, c'était Lucas Chevalier, élu par ses pairs. Il faut dire sa performance en championnat est énorme, même dans les Big Five Leagues. Il est tout en haut en nombre de buts qu'il a rapporté, plus 7,2 de surperformance par rapport à ses post-shot expected goals. Il a été monstrueux sur sa ligne. Il a quelques gros moments aussi, gros moments de lumière. La campagne de Champions du LOSC, les 5 arrêts contre le Real Madrid, par exemple, le moment où Lille bat le Real, bat l'Atlético, fait nul contre la Juve, prend 7 points sur 9 possibles sur ces matchs. Il avait fait donc 5 arrêts contre le Real en sortant 1.98 XG on target, 4 arrêts contre l'Atlético. Et j'implore tout le monde d'aller vous brancher maintenant sur le résumé LOSC-Juve. Si vous ne vous souvenez pas de l'arrêt qu'il a sorti sur Vlahovic, c'est un arrêt qui est comique parce que, en gros, centre depuis la droite, Vlahovic reprise de volée, elle prend la direction de la lucarne et comme Vlahovic, il passe devant au moment où il est en train de faire sa frappe, il passe devant Alexandro, il voit pas la conclusion, il voit pas que Chevalier la sort et juste parce que Vlahovic il a ce feeling après l'avoir frappé, celle-là personne la sort, jamais. Il commence presque à célébrer. Elle est sortie. Il a la tête entre les mains en mode qu'est-ce qui vient de se passer. Donc c'est pas tout à fait un arrêt Gordon Banks dans le style, mais c'est vraiment un but qui a été retiré à Vlahovic. C'est comme ça que lui il vit et il est genre choqué que Chevalier l'ait sorti. L'arrêt est exceptionnel et il y a eu plein d'arrêts exceptionnels de Lucas Chevalier cette saison. Je suis allé regarder parce que du coup la Ligue 1 a fait une petite compilation, lui le meilleur gardien de Ligue 1, etc. Sur YouTube on voit des arrêts genre contre João Neves, contre Gaëtan Laborde, où c'est pareil, c'est vraiment, il enlève des buts. Normalement, ça c'est un but, il la sort, et il a été spectaculaire sur sa ligne. Alors, j'ai un petit doute sur Lucas Chevalier, c'est quelle est sa taille réelle, parce que j'ai regardé sur Internet, je vois du 1m87, 1m89, 1m90, 1m92. Donc, soit le mec, il est encore en croissance, et dans 6 mois, il est à 1m97, soit il y a eu un peu de magouille dans les stats, mais en tout cas, il n'est pas petit. Il a de la taille. Il est incroyable sur sa ligne. Je pense que c'est le futur gardien de l'équipe de France. Le LOSC a fini cette saison avec la 2e meilleure défense de Ligue 1 à un petit but du PSG. La pire attaque du top 7. Ils ont fini 5e à égalité de points avec Nice. Donc, ils étaient à ça d'aller prendre la Champions. Normalement, Lucas Chevalier aurait été un gardien de Champions encore une saison supplémentaire si c'était un peu plus géré. Peut-être que ça va le conduire à aller chercher un transfert vers un gros club cet été. Il peut encore progresser dans certains domaines, les sorties aériennes par exemple. Il a que 5% de centres stoppés, ça le place dans le dernier tiers de cette catégorie. Il sort pas trop de sa ligne aussi, il est 12e centile en action, en dehors de sa surface de réparation, même si ça on peut dire que c'est un peu stylistique. Peut-être que le LOSC défend pas avec une ligne super haute, donc ça le conduit pas comme genre Iñaki Peña ou Chesney au Barça à avoir genre des volumes de sortie énormes. Mais en tout cas, Chevalier a fait une très bonne saison. Et simplement, il n'est pas dans le top 5 parce que la campagne européenne du LOSC, ça reste le LOSC, elle n'a pas été jusqu'en demi-finale de LDC. Donc, il n'y a pas peut-être des performances aussi marquantes à d'aussi gros stades de la compétition que d'autres dont on va parler. Mais je voulais en parler parce que c'est vraiment le 6e. Pour moi, il doit être le 6e. Ouais, non, ça fait du sens, hein, en fait, franchement, il n'y a pas de problème. Après, il y a pas mal de joueurs. Même moi, dans ma liste complémentaire, j'en ai quelques-uns, là, j'en ai 3, 4, que ça se battait un peu pour la 5e place, tu vois, voire, j'aurais pu peut-être les inclure et genre, qui est-ce que tu étais très proche de mettre, par exemple? Je pense que franchement, il y a des mecs qui auraient mérité. Après, il y a pas mal de choses qui ont changé un tout petit peu la donne. Par exemple, un gars comme Jan Oblak.
C'est un gars Ouais. qui a été, je pense, un peu oublié et Ouais. tout, parce que si tu regardes la saison de l'Atlético, bon, en Ligue des Champions, tu vois, en championnat, ils ont été quand même pendant très très longtemps je veux dire, contender pour le titre, Ouais. jusqu'à, je pense, à peut-être 2 mois de la fin du championnat, hein, je pense 2 mois et demi, peut-être avant le Barça. Peut-être avant le Barça Atlético ou le Barça, je pense, réussir à refaire cette remontada là, il me semble. Ils étaient à down 2-0, tout ça, les Pedri, les gars reviennent et tout. Je pense qu'Oblak, à un moment donné, au courant de la saison, il a été top. Après, bon, c'est plus sur la longueur. Qu'est-ce que ton équipe, elle a fait en Champions League? Comment t'as fini en championnat? Mais je pense que ça aurait pas été tâche de le mettre là-bas. En plus, il a encore fait une top saison en termes de clean sheet. Faudrait que je revérifie, mais j'étais en train de regarder les chiffres. Il a quand même été très bon. Sinon, j'avais aussi, j'aurais pu mettre Wojtek. Pourquoi Wojtek? Il a été très bon, il a été incroyable. Son seul problème, c'est qu'il n'a pas techniquement assez joué de match par rapport aux autres. Donc, en termes de comparatifs statistiques, bon, ça gonfle un tout petit peu certaines moyennes. Donc, ouais, lui aussi, je l'aimais bien, j'y ai pensé. Emi Martinez, bon. Il est pas dans mon top 5. Franchement, cette année, faut pas qu'il nous fatigue. Ouais. Il est pas dans mon top 5, mais par contre, Emi Martinez, je pense que encore une fois, une top saison de sa part, ça on peut pas le lui enlever, hein. Ce qu'il a fait avec Aston Villa, ça a été incroyable. En Première Ligue déjà, il a été très très bon. En Ligue des Champions aussi, il a été plutôt bon. Si tu regardes ses chiffres et ses statistiques aussi, ça fait partie des meilleurs gardiens. Donc franchement, je pense qu'Emi Martinez aussi, voilà, ça aurait pas été volé. Donc c'était un peu ces trois-là. Il y en a un autre qui est un peu underrated, pas underrated, mais bon, on s'en fout un peu, on le regarde pas, c'est Jordan Pickford. Il a fait une saison incroyable l'année passée, tu vois. Donc il y a des mecs comme ça, il y a Pickford, il y a Matt Sells aussi à Nottingham. Matt Sells, je pensais que tu allais parler de Matt Sells. Ouais, Matt Sells aussi, il est à Nottingham. Donc tous ces gars-là, en fait, je suis en train de réfléchir et je me disais, vous êtes tous pertinents. Franchement, vous êtes tous pertinents. Même le Johan Garcia qui a signé au Barça de l'Espagnol a été très bon, un des meilleurs gardiens de la Liga l'année passée. Malheureusement, bon voilà, faut choisir 5 gars et puis voilà, c'était pas simple. Ouais, Matt Sells, tout à fait. J'avais aussi un autre gardien de Première Ligue, mais Matt Sells, c'est 120 arrêts, c'est le 4e total de Première Ligue cette saison. Et Forest a fait une saison, et bon, ils étaient à ça d'aller chercher la Champions, mais ils se requalifient pour l'Europe pour la première fois depuis 1990. 33 ans, et il a reçu une offre de prolongation à la fin de cette saison, donc ça montre à quel point Forest croit en lui. Et il est en progression un petit peu dans tous les domaines, malgré son âge avancé. Franchement, Matt Sells, ça fait quelques temps qu'il est solide, mais là, c'était une vraie stand-out season. Et j'en avais une autre proposition pour en Première Ligue. C'est pas assez pour aller chercher le top 5, mais en vrai, Dean Henderson de Crystal Palace, les chiffres sont bons, et la Cup de Palace. Alors, il y a sa petite main en dehors de la surface. Ça aurait pu tourner. Il devait prendre carton rouge, lui. Ça aurait pu tourner différemment, cette histoire. Et d'ailleurs, cette main en dehors de la surface, je suis allé regarder la compile d'arrêt sur la chaîne officielle de Crystal Palace, la compile d'arrêt Dean Henderson, genre Player of the Season, machin. Ils ont mis cette main parmi les arrêts, genre un peu du trolling. Mais dans ce match, il stoppe un penalty. Ça, c'est la vraie histoire. Il fait 6 arrêts. Il évite 1,78 expected goals. Bon, c'est un vrai moment d'histoire de Crystal Palace. C'est le premier titre de leur histoire, premier titre majeur de leur histoire. Et Dean Henderson aura été un des héros de cette rencontre. Donc juste pour ça, je le mettrai dedans. Et après, sinon, des noms comme ça, tu as parlé de Johan Garcia, effectivement. Petrovic a été bon à Strasbourg. Karnesecki de l'Atalanta a été très bon. Unai Simon a des très bons chiffres. Comme un gars dont je parlais il y a quelques temps, Miles Villar de la Roma. 10 expected goals sauvés en regardant toutes compétitions confondues, avec l'Europa League plus la Serie A. Et la Roma de Gasperini saison prochaine, je pense, vraie équipe à suivre, qui est en train de faire un gros mercato en plus. Mais Miles Villar, super saison pour lui aussi. Donc ouais, il y avait beaucoup de noms. Mais mon 6e, c'était Chevalier. Ça, c'est un petit peu ma liste complémentaire. Je vais attaquer direct du coup avec mon 5e. Et si tu n'en as pas parlé pour l'instant, je pense qu'il est dans ton top 5 aussi. C'est David Raya. C'est Raya, t'as mis 5e, toi? Ouais. Non, toi, tu nous respectes pas. Tu l'as mis plus haut encore. Non, c'est là, Okay. Dès le début de la saison, on a des problèmes. C'est Raya, vous avez mis... Vas-y, donne tes arguments. Comment ça, Raya, il est 5e? Raya, mais il est Raya, plus haut que 5e?
J'ai hâte de voir les 4 devant Raya quand même, franchement. Allons-y. Intéressant. Du coup, je pense, en vrai, j'aurais pu le mettre plus haut, c'est vrai. Mais en vrai, pour moi, je mets Raya 5e. Je m'attendais à enfin, pour moi, c'est bien. C'est le 5e meilleur gardien d'Europe. Et il est pas loin des autres. Genre, je pourrais le mettre peut-être aussi haut que 4e, je pense. Peut-être pas plus haut que 4e. Mais bref, Raya, un gardien en très grand progrès. Depuis son arrivée à Arsenal, on se disait mais pourquoi ils prennent Raya, ils ont Ramsdale, etc. Bon, derrière, on voit ce qui arrive en plus à Ramsdale. Il n'y a pas trop de débat. Il a vraiment amélioré Arsenal. Golden Glove de Première Ligue pour la 2e année consécutive, même si les clean sheets, c'est pas une stat très très pertinente pour évaluer les gardiens. Ça va au-delà de ça, aussi parce que la défense d'Arsenal est la meilleure de Première Ligue depuis 2 saisons. Je pense que Saliba, Gabriel, Rice, l'approche d'ensemble d'Arsenal, Arteta a beaucoup de choses à dire sur le faible nombre de buts concédés, mais les stats avancées plus pertinentes pour éclairer un gardien sont excellentes pour Raya. 4,9 buts évités en Champions par rapport aux tirs qu'il a concédés. C'est le plus haut total de la compète. Yeah. Après, Arsenal a joué plus de matchs que d'autres, donc forcément ça gonfle un petit peu potentiellement ce total, mais il a été très très bon en Champions. Il a des arrêts mémorables, le double arrêt contre Etegui à l'Atalanta, le penalty après le 2e stop, magnifique. Et un arrêt contre les Wolves, Strand Larsen, le ballon il part dans un sens, mais il réussit à repartir dans l'autre avec une qualité de détente extraordinaire. Contre Watkins, après le ballon qui a touché la barre transversale, un peu comme Coupé contre Rivaldo, il revient sur ses appuis, il la sort, magnifique. Et contre United à Old Trafford en mars, il a sorti un arrêt extraordinaire sur Mazraoui, un autre sur Bruno Fernandes. Des arrêts hyper importants en Première Ligue. Et vous l'avez élu, j'ai vu sur votre chaîne YouTube, 3e meilleur joueur de la saison d'Arsenal. Honnêtement, il peut peut-être prétendre même à top 2. Il est intéressant parce que très très dynamique, tonique, un peu petit peut-être par rapport à d'autres gardiens. Et pourtant, sur les centres interceptés, 97e centile. Donc la présence aérienne de Raya, c'est un truc sur lequel il a fait un vrai progrès. Si tu regardes sur les saisons précédentes, il y avait pas mal de moments où les centres lui échappaient un peu. Sur la lecture de la trajectoire, il avait un peu de mal. Je trouve qu'il a vachement progressé là-dessus. Et si on parle de classement Ballon d'Or, etc., bon, la saison que les clubs ont eu a toujours beaucoup d'importance, et Arsenal fait encore une fois 2e de Première Ligue, demi-finale de Champions. C'est une certaine stature qui permet d'élever encore un petit peu plus Raya. Il a sorti des gros matchs dans des gros moments, dans des grandes compétitions. Donc si tu me dis que tu l'as mis premier, je suis pas d'accord. Si tu me dis que tu l'as mis deuxième, je sais pas, mais top 5 c'est sûr, et peut-être encore un peu plus haut, ça me choque pas non plus. Non, c'est cool. Franchement, je suis d'accord avec tout ce que tu as dit. L'essentiel, il est dans le top 5. Après le top 5, voilà, on peut discuter, débattre. Chacun peut venir donner ses arguments. Mais Raya, franchement, dans le top 5, s'il n'était pas dans le top 5, là, j'aurais eu un problème. Parce que j'avoue que, bon, c'est vrai que au niveau d'Arsenal, malheureusement, on a un peu un genre de délit de sale gueule, tu vois, donc comme un délit de tocard. Donc malheureusement, comme de temps en temps, à chaque fois, bon, on bute un tout petit peu juste avant d'aller chercher ce titre-là qui nous échappe depuis si longtemps, les gens ont tendance un tout petit peu à oublier les performances individuelles de certains joueurs de l'équipe. Et Raya en Ligue des Champions l'année passée, c'était presque un des meilleurs gardiens. C'est-à-dire que en termes statistiques, toi-même tu l'as dit, hein, donc le nombre de buts évités. Je regarde ici le pourcentage d'arrêt, je pense qu'il est premier. Comment s'appelle les clean sheets? Bon, on peut discuter et tout, mais il a quand même 6 clean sheets en Ligue des Champions, tu vois. Donc il y en a qu'un seul qui est devant lui. Ouais, pour moi, franchement, il a été top, il a été super top, mais au-delà de cela, c'est plutôt la manière à laquelle il s'est imposé dans cette équipe-là. Il est vraiment devenu un gars indispensable. C'est-à-dire que Raya, aujourd'hui, moi, il m'amène beaucoup d'assurance. Tu vois, c'est un Raya qui fait peu d'erreurs. C'est un gardien qui fait vraiment peu d'erreurs. C'est un gardien qui est très bon sur sa ligne, qui a des réflexes incroyables. Je pense que dans la liste de gardiens, il y en a un seul qui a, j'ai envie de dire, ce genre de réflexe-là et de fulgurance-là, tu vois. Donc, ouais, moi, je suis d'accord avec toi. Voilà, globalement parlant, tu le mets 5e, je suis d'accord. Moi, Raya, je l'avais mis plus haut. Et j'avais mis Raya, pour moi, je le dis maintenant ou bien j'attends vas-y, où est-ce que tu l'as mis? Ouais. Je l'ai mis à la 3e place.
J'ai mis Raya à la 3e place et j'estime que les deux derrière n'ont pas fait des saisons moins bonnes que David Raya. Mais je pense que franchement, au-delà même du fait que oui, Arsenal a une très bonne défense, ça prend aussi un bon gardien parce que près de 5 buts évités en Ligue des Champions qu'il aurait pu encaisser là, de ce que tu me dis, 4.9 et puis tout cela, il y en a eu des tirs et il a été top. Donc ouais, moi j'aurais mis Raya un peu plus haut, mais sinon il fait partie des. Et on aurait pu parler un peu de sa qualité de distribution, même si sur les dernières semaines de compète, il y a eu quelques passes égarées et tout. Dans l'absolu, son jeu long pour trouver de la déviation avec Merino, avec Havertz, ou même ses relances à la main qui l'envoie sur les côtés avec énormément de force. Genre, il peut envoyer des ballons à la main de 40 mètres limite qui vont quasiment à la ligne médiane sur les côtés pour accélérer les transitions, sortir, etc. Là aussi, il a fait de bons progrès et il est dans l'idée de ce que vous voulez. Donc, je pense vous avez trouvé votre gardien, non? Ouais, je pense qu'on a trouvé notre gardien. Franchement, on a trouvé notre gardien. Il a encaissé 9 buts en Ligue des Champions. Ouais, en grande partie avec une grande défense. Mais derrière, effectivement, bon, t'as besoin d'un gardien libéraux à Arsenal. Hein. T'as besoin d'un gars qui est capable de contrôler le tempo derrière. Et Raya, il t'amène ça. Ce que ne t'amenait pas Ramsdale. Au-delà de ça, il y a la concentration. Raya, il est focus pendant 90 minutes. Ramsdale, moi, je l'aimais trop. Il était top. Franchement, c'était un très bon joueur. Il y a absolument rien à dire. Mais Ramsdale, il avait des égards. De temps en temps, tu avais l'impression qu'il était distrait. De temps en temps, il n'était pas forcément concentré. Il faisait beaucoup d'erreurs dans des moments où on n'avait pas besoin qu'il fasse d'erreurs. Alors que Raya, il y en a moins. Et même quand il fait une erreur, il la rattrape. Il y a une action l'année passée là où je pense qu'il fait une bêtise. Le ballon a failli rentrer. Il court comme un malade pour aller la chercher. C'est du David Raya et année de Coupe du Monde. Je pense qu'il y a concurrence en Espagne. Je pense que s'il y a concurrence et il y a moyen qu'il y ait concurrence en Espagne. Unai Simon a fait une très grosse saison aussi, donc ça va être intéressant de voir le duo. Ça va se taper, c'est clair. Il y a des bons gardiens en Espagne. Et même non, j'allais même dire que dans la blague, moi des fois j'aime bien faire des projections en me disant c'est quoi le next step. Moi, Raya, s'il finit au Real un jour, pas maintenant, hein, mais à un moment donné, l'autre il va partir. Le Belge là, il va sûrement sauter. Je sais pas pourquoi, j'ai eu cette vision. Des fois ça m'arrive, hein, je m'assois comme ça et j'ai des visions comme ça et j'ai eu cette vision en me disant ouais Raya, Raya, peut-être il va aller, je sais pas. Je me dis Raya au Real à un moment donné dans 2 ans, ça peut être pertinent s'il y a un changement de garde au niveau du Real Madrid. En tout cas, on va justement, en parlant du Real, où est-ce que tu l'as mis, notre ami Thibaut? 5e. Thibaut, je l'ai mis 5e. Franchement, voilà, j'ai mis Thibaut Courtois 5e. Ça aurait pu se jouer entre la 5e et la 4e place. Hein. Ça aurait pu se jouer de rien du tout. Mais j'ai mis Thibaut 5e. Thibaut a fait une top saison l'année passée. Thibaut n'avait pas de défense devant lui. Donc Thibaut, c'est difficile de le juger par rapport au clean sheet. Mais il s'est débrouillé quand même pour en avoir 1 en Ligue des Champions et 11 en championnat. Mais c'est plus le pourcentage d'arrêt, en fait, qui est juste incroyable par rapport au nombre de tirs qu'il a encaissé. Il a un pourcentage d'arrêt qui est top. Il a fait partie aussi des meilleurs gardiens parce que là je regarde là en Ligue des Champions, il encaisse 18 buts, il encaisse beaucoup. Franchement, il a encaissé trop de buts. Il a encaissé trop de buts, mais c'est pas forcément de sa faute. Non. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas de sa faute en fait. C'est ça le paradoxe de l'affaire. C'est-à-dire que t'as des mecs ils ont pas encaissé beaucoup de buts, hein. T'as des gars ils ont encaissé moins de 10 buts et ils sont allés quand même loin dans la compétition. Un gars comme David Raya, mais Thibaut Courtois il en encaisse le double. Mais c'est parce que devant lui aussi, il y a eu énormément de blessés. On connaît ce qui s'est passé au Real, pas besoin de revenir sur la situation défensive du club. Dès le début de saison, on savait que ça allait être compliqué, mais encore une fois, Thibaut Courtois a été top. Même là, durant la Coupe du Monde des clubs, c'est quel match du Real là où il fait 2 arrêts de malade en fin de rencontre sur la dernière occasion? Pachuca non, c'était Pachuca, il sort un match à 10 arrêts qui est extraordinaire. Ouais, c'est avant le match contre Paris. Contre Dortmund. C'est contre Dortmund. C'est Sabitzer qui doit marquer en fin de rencontre des trucs comme ça. Il fait double arrêt. Franchement, il nous a montré encore une fois que c'est un gardien. Il dit, je voulais pas que le match aille en prolongation. Je voulais que ça se termine maintenant. J'avais la flemme de jouer les prolonges. Toujours. Il lui faut un micro d'or aussi, Courtois, parce qu'il est incroyable en interview. Hein. C'est un vrai kiff. Il est vraiment taquin en fait. Il est très très taquin. Il dit ce qu'il pense. Il dit ce qu'il pense. Et puis c'est tout en fait, hein, tu vois. Donc ouais, top gardien de but l'année passée. Ça m'étonne pas qu'entre lui et De Bruyne, ça a pu clasher un petit peu parce que les deux ils sont terribles dans ce registre. Ouais. Non mais énorme saison de Courtois. Ouais. En gros, la manière dont tu récapitules le truc, c'est ça a été une mauvaise saison du Real Madrid, très mauvaise saison du Real. Elle aurait été encore pire sans Courtois. Genre, je pense tout est dit dans un match. Tu joues contre Pachuca et ton Thibaut Courtois, il est contraint à faire 10 arrêts. Cette saison, il a régulièrement joué avec une absence de pression totale
et 3 des 4 titulaires de sa ligne défensive out. Donc c'était vraiment, ça fuyait de toutes parts au Real Madrid. Et je sais pas, contre l'Atlético Madrid par exemple, quart de retour de Champions, où le Real passe avec ce penalty d'Alvarez, etc., l'histoire qu'on connaît. Il fait 7 arrêts contre l'Atlético dans ce match, 7. Enfin, c'est une performance qui est un petit peu passée à la trappe, mais c'était énorme. Il y a aussi une des images pour moi de la saison de Courtois, c'est que il a fallu des sacrées choses pour le battre, genre les coups francs de Declan Rice. Ouais, il y avait Courtois dans les buts, mais c'est aussi une image de OK, qu'est-ce qu'il faut sortir de ton répertoire pour pouvoir battre ce gars-là. Et c'est assez incroyable de se dire que le mec avait raté quasiment toute la saison précédente. Il revient, il reprend la place de Lunin juste avant la finale de Champions contre Dortmund, mais le mec, rupture du ligament croisé, il est revenu, c'est le patron, il a encore déroulé, il peut être un des relèves vocaux de ce que veut mettre en place Xabi Alonso, parce qu'il a déjà commencé à le dire, Vini, Mbappé, on peut pas jouer comme ça, et il faut qu'il travaille plus, etc. Il a pas sa langue dans sa poche, et je pense que ça peut être un des atouts de ce Real Madrid qui doit totalement changer d'identité pour la saison qui vient. Et il a prolongé, je crois, de 2 ans, alors que historiquement le Real Madrid après un certain âge donne que des contrats d'1 an en 1 an. Mais la réalité c'est que la raison pour laquelle j'ai mis Courtois 4e donc perso, c'est que même malgré la saison mauvaise du Real Madrid, ça reste peut-être le meilleur gardien du monde. Tu vois ces matchs, c'est dur vraiment de dire non, lui est nettement meilleur. Donc il y en a qui ont été dans des équipes qui ont fait des meilleures saisons, mais je pense qu'il n'y a aucun gardien là dont je vais parler dans mon top 3 où je me dis tu changes lui et tu mets Courtois à la place, ils font pas la saison qu'ils ont fait, ils font moins bien. Non, en vrai, ils font aussi bien, peut-être même ils font mieux. Le problème de Courtois, ça a été que son équipe était une épave, mais lui, il était encore une fois incroyable. Tu sais, il y a une stat qui ment pas. Le pourcentage, le nombre d'arrêts par 90 minutes en Ligue des Champions. Courtois, il est 5e avec 4,2 arrêts, environ 4 arrêts par match. Devant lui, il y a que des équipes qui n'ont pas fait il y a que des équipes qui étaient dans le bas du classement. Genre l'étoile rouge de Belgrade, ou des trucs comme ça. Comment ça s'appelle? Sparta Prague, Shakhtar Donetsk, Slovan Bratislava, Girona. En fait, il y a que des gardiens, ils ont galéré, ce qui est normal. Mais Thibaut n'a rien à faire là-bas, en fait. Thibaut, lui, il est là-bas, mais il n'a rien à faire là-bas dans cette statistique-là, parce que normalement, il doit pas être aussi à découvert, en fait. Et il a constamment été à découvert la saison passée. Donc, ouais, non, franchement, c'est un grand gardien. Il y a absolument rien à dire. Ouais, 5e, 4e, pof, voilà, quoi. Tu vois, genre, il est là. Donc moi pour l'instant j'ai Raya 5, Courtois 4. Toi t'as Courtois 5, Raya 3 tu disais. Ouais. Et qui est ton 4 du coup? Mon 4e, il a fait une genre de résurrection. Il est revenu au top de sa forme. Je m'attendais pas à cela. Il a fait une saison incroyable l'année passée en Première Ligue. Malheureusement, je pense que voilà, à cause du nombre de joueurs qui ont été top dans cette équipe, on l'a oublié, c'est Alisson Becker. Ouais. Je mets Alisson 4e. Ça se battait vraiment entre Alisson et puis Thibaut Courtois. Ouais. Mais Alisson, il gagne la Première Ligue. Alisson, face au Paris Saint-Germain, il fait un match. Mais c'est-à-dire que jusqu'à aujourd'hui, moi, je me rappelle de match. J'ai dit, ouais, c'était quoi son problème, lui? C'est juste parce que c'était le destin du PSG d'aller gagner cette Ligue des Champions et que personne n'y pouvait absolument rien. Mais sinon, Alisson, le match qu'il fait à l'aller, mais franchement, ouais, incroyable. Incroyable jusqu'à aujourd'hui. Et durant toute l'année, hein, en Première Ligue, il a été très, très bon. Il a été très, très bon. 9 clean sheets en PL. Voilà, statistiquement, il a fait le travail qu'il fallait. Et l'année d'avant, en plus, ça avait été une saison un peu compliquée, tu vois. Donc, tu sais, je me disais, est-ce que Alisson a encore ce qu'il faut pour revenir au top? Ouais. Et Alisson, je pense qu'il a juste senti la réalité. Il a senti à distance Mamardashvili. Il a senti que l'année d'après, il allait être vraiment sous concurrence et que ça allait être compliqué. Et il a décidé de sortir une top saison. Donc, ouais, bravo à lui. Ouais, moi, j'avais mis Alisson en 4e place. Ouais, il a dû résister à de la concurrence parce qu'effectivement, il y a Mamardashvili qui arrive, mais même Kelleher, franchement, si Alisson n'était pas très bon, Kelleher, il a fait un très très bon intérim. Il a joué pas mal, hein, Kelleher, cette saison. J'ai regardé 20 fois 90 minutes, genre 10 en Première Ligue, 4 en Champions et après de la Coupe. D'ailleurs, Brentford l'a eu pour entre 12 et 18 millions de livres en fonction des bonus et je pense très très bonne acquisition pour Brentford. Ils ont vraiment tapé un bon coup avec Kelleher qui a que 26 ans. Flecken est parti à Leverkusen, aller rejoindre le copain Ten Hag.
Flecken avait 32 ans, Keller 26, Brentford s'est bien rajeuni. Keller a été bon avec Liverpool, il mérite son transfert pour aller chercher sa place de numéro 1. Malgré ce très bon Keller, un petit peu comme Courtois avec Lunin, c'est là qu'on voit aussi les grands gardiens. Il y a des bons subs derrière, ils gèrent l'intérim, ils sont très chauds. Quand ils reviennent, c'est eux les patrons. Courtois, Alisson, ça reste eux les patrons. Ils ont une importance dans leur effectif, dans leur vestiaire, mais aussi ils sont juste très 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 bons. Et effectivement, le match du Paris Saint-Germain contre Alisson, mémorable, les 9 arrêts, sur Kfara en changeant de direction, l'arrêt était extraordinaire. Sur le coup franc de Kfara qui va la sortir à lucarne opposée, extraordinaire. Sur une frappe de Désiré Doué aussi, où il avait été dingue. Et champion d'Angleterre, donc ça dans le ranking Ballon d'Or, etc. Tu gagnes l'APL, forcément ça te met assez haut aussi. Et par 90, il avait le 3e plus haut total de buts évités de la compétition, 0,6 buts par match. Keller a joué une dizaine de matchs de Première Ligue, donc c'est pour ça que je regarde plus par 90 que le chiffre total, qui est moins bas. Mais ça montrait l'importance d'Alisson dans chaque match qu'il a disputé. Donc un des très très grands gardiens de notre ère. Et effectivement, comme quelques joueurs de Liverpool, où on se disait, est-ce qu'ils peuvent retrouver leur standard historique, leur époque 2018, 2019, 2020, etc. Bon, là, on n'a pas eu de doute avec Alisson, et je l'ai mis 3e. Mais donc, pour l'instant, moi, j'ai mis Raya 5, Courtois 4, Alisson 3. Toi, tu as mis Raya 3, Alisson 4, Courtois 5. Mais on a le même début de classement, et du coup, je pense qu'on va avoir le même top 5, même si un ordre un peu différent. Ouais, non, tout à fait. Donc, effectivement, Raya numéro 3, comme on a discuté tout à l'heure, là encore, je suis en train de vérifier. Près de 6 buts, c'est près de 6 buts quand même, comme on appelle dans les statistiques de buts évités en Ligue des Champions, il y en a quand même presque 6, il est juste devant Thibaut Courtois, je pense. 5.9 pour FootMob et 4.9 sur FBref. Donc, j'imagine que les stats sont légèrement différentes en fonction de ce qui compte, mais numéro 1 de la compétition. On parle de Raya, là, c'est ça? Oui, de David Raya. Ouais, numéro 1 de la compétition en Champions, il avait été... Franchement, il a été top. Après, bon, c'est sûr qu'enchaîner 2 Golden Gloves aussi d'affilée, ça aide. Et là, maintenant, moi, je suis content parce que cette saison, il y a de la concu, en fait, pour Raya. Donc, ça va lui permettre aussi de pas tomber sur ses lauriers. Hier, Arsenal a joué face à l'AC Milan en match de préparation. Ouais. Kepa est rentré en deuxième mi-temps. Il a été très, très bon. Série penalty, il a été top. Je pense que Kepa aussi, Kepa, à un moment donné, il était high rated. Des fois, tu peux te perdre dans une carrière, ça peut être compliqué, tu vois. Bon, voilà, la carrière, comme disait Rashford, j'ai bien aimé. La carrière d'un joueur de foot aussi, c'est comme la vie, tu vois, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des moments un peu plus difficiles. Donc, je pense que le fait que Kepa soit là, ça va le bouger. C'est son homologue espagnol, ça va encore plus le bouger. Donc, je m'attends aussi à ce que Raya continue sur la même lancée. Mais franchement, j'ai vu pas mal de classements en ligne là par rapport à ton tweet, et je me suis dit, il y en a pas mal qui ont oublié un tout petit peu Raya. Et là encore, comme je dis, c'est le délit de Saltokar un peu, tu vois. Donc, où on nous oublie un peu, mais franchement, c'est un très très grand gardien. Et il le montrait déjà à Brentford. Quand il faisait des longs dégagements pour Ivan Toney, là, c'est n'importe quoi, lui. Il faisait pas dégagement, déviation de Ivan Toney, et puis il y avait un autre gars qui partait derrière, ou déviation de je sais plus qui. Ça jouait vraiment direct. C'était un jeu très direct. Très bon ballon au pied. Donc, pour moi, Raya dans le top 3 cette année, on me taxera de fan d'Arsenal, mais bon, quand même, je pense que c'est pas forcément, tu fais 2e de Première Ligue et demi-finale de Champions. Je pense les gens diront peut-être Alisson qui remporte la Première Ligue niveau Ballon d'Or, etc. Mais bon, moi en tout cas, je suis très high sur Raya, et je pense sous-côté effectivement, jusqu'à ce que vous gagniez le titre qui donne la petite dorure à tous les joueurs, comme peut-être celui dont on va parler au premier rang de notre classement. Qui, jusqu'à pas longtemps, était considéré lui aussi un peu tocard, et les choses ont changé. C'est ça qui fait la différence à la fin de la journée. Il faut quand même gagner des titres collectifs. C'est ça qui fait cette différence-là. Et c'est ça qui, moi, quand je regarde les chiffres, on va être très honnête là, Willou. Parce que le top 2, on le connaît déjà. J'aurais mis le 2e premier. Mais le premier, il a l'avantage d'avoir gagné des titres, en fait. Et c'est ça qui change pour moi cette différence-là. Parce que franchement, tu me demandes objectivement, calmement, je me pose, je dis, pour moi, honnêtement, après mûre réflexion, peut-être que 3 fois sur 5, si tu me demandes c'est qui le meilleur gardien au monde l'année passée, je te dis Yann Sommer.
Je dis, calmement posé, je dis Yann Sommer. Je dis, parce que, en fait, le Suisse, là, le petit Suisse, et je parle pas du yaourt, là. Le petit Suisse, là, il est venu, il nous a tous traumatisés. Il a été incroyable, il a été top. C'est lui qui a eu le plus de clean sheet. C'est lui qui a eu en Ligue des Champions. En Italie, il y a absolument rien à dire. Il a fait le travail. En Italie, il y avait de très, très bons gardiens. Les pourcentages d'arrêt et tout en Champions League, ils sont incroyables. C'est-à-dire que il a tout simplement été, en plus, les moments mémorables, t'en as plein dans la tête. Je parle même pas juste de la demi-finale face au Barça. Tu vois, il y a pas mal de matchs dans lesquels où il a juste été genre sensationnel. Mais bon, voilà, ils sont pas allés jusqu'au bout de la compétition. Mais en numéro 2, moi, je mets Yann Sommer parce que voilà, ça fait plusieurs années en fait. Ça fait plusieurs années qu'il est fort. Et l'année passée, il a juste réussi à mettre la cerise sur le gâteau et c'était une top saison de sa part. Franchement. RAS, rien à dire, rien à signaler, bravo à lui. Je pense que ce qui le met aussi haut, c'est déjà le fait que l'Inter était un monstre défensif sur la première partie de saison. Après, ils ont commencé à encaisser plus d'occasions et du coup, il s'est plus mis en lumière sur sa ligne. Je me souviens sur la phase de Ligue, il y avait peut-être un but encaissé par l'Inter en 8 matchs ou en tout cas avant la dernière journée. Meilleure défense de la phase de la phase de Ligue. Ouais, de la phase de poule là en Champions League. Ouais, meilleure. Et après, il y a les moments lumière. Après, il y a cette demi-finale contre le Barça où il y a pas de titre au bout. Mais envoyer l'Inter en finale de Champions, et il envoie véritablement l'Inter en finale de Champions, parce qu'il y a plus que la performance de Yann Sommer dans le succès de l'Inter, bien sûr, mais sans les arrêts contre Yamal, même l'arrêt sur Eric Garcia, même si Eric Garcia la place pas très bien, mais les arrêts sur Yamal sont tellement... Quand on te demande là, de but en blanc, c'est quoi l'arrêt de la saison ? Je pense on a tous l'arrêt de Yann Sommer contre Lamine Yamal, la frappe qui va aller chercher, surtout la deuxième, je pense. Juste extraordinaire et mérité pour un gars qui, genre en 2019, je faisais une vidéo à quoi ressemble le gardien parfait, etc. Et on passait en revue toutes les caractéristiques des gardiens. Et sur la miniature, c'était Yann Sommer. Pas pour dire que c'était le gardien parfait, mais je me disais, c'est pas mal, ça fera quelqu'un d'un petit peu intriguant, etc. Et ouais, gardien très très complet, excellent sur sa ligne, mais aussi sur tout ce qui était pour l'Inter la première phase de progression, où il y avait cette araignée spatiale qui occupait toutes les poches d'espace, etc., et qui jouait énormément sur les déviations de Lautaro Martinez, de Marcus Thuram. Et Sommer, qui est à l'aise avec les pieds pour porter le ballon, attirer la première vague de pression, et après jouer le petit ballon par-dessus, genre mi-long à genre une petite passe de 25 mètres légèrement en cloche pour sauter le milieu. Il était expert dans ce domaine. Et beaucoup des offensives de l'Inter partaient de là. Quand toute l'équipe a été extraordinairement pressé par le Paris Saint-Germain en finale de Champions et qu'il n'y avait plus ces outlets-là, ça a été compliqué pour eux, mais la qualité qu'il a sous pression et la qualité de ses petits ballons était vraiment top pour une équipe qui va en finale de Champions. L'Inter, à cause de son âge, a cramé un petit peu sur la fin des matchs et sur la fin de saison, où ils ont tout perdu à la fin, ni le titre en Serie A, ni la Coupe d'Italie, ni la Champions, mais ça reste quand même une saison très frustrante pour eux, mais où ils ont été dans toutes les conversations jusqu'au bout. Jusqu'à la fin. Tout le monde, voilà. Donc, et Sommer a joué un rôle critique là-dessus. Donc évidemment, il est presque tout en haut, parce que tout en haut, il n'y a plus de suspense du coup. Et c'est celui dont l'équipe a battu Yann Sommer en finale de Champions. Celui qui a même pas été élu meilleur gardien de Ligue 1, parce que c'est Lucas Chevalier, mais qui va pourtant remporter, je pense c'est assez clair, son deuxième trophée Yashin, c'est l'ami Didio. Parce que en championnat, ça n'a pas été extraordinaire forcément, mais sa campagne de Champions, il a été piqué par sa main un petit peu trop molle sur le but d'Harvey Elliott, de Liverpool, match aller de 8e de finale de Champions. Et derrière, il a sorti une campagne for the ages, juste titanesque dans tous les matchs, énorme. Le retour à Anfield, 2 arrêts en séance de tir au but, c'est je crois le record depuis 2010-2011 sur un match à élimination directe de Champions. Il a bien sûr ce quart de finale contre Aston Villa, le match retour, Paris prend l'eau, il sort l'énorme arrêt sur Marcus Rashford, il est décisif absolument, et la demi-finale contre Arsenal, une des performances de la saison.
surtout peut-être le match retour où vous arrivez très très chaud sur les 15 premières minutes, après avoir perdu l'aller 1-0 à l'Emirates, vous arrivez pour mettre le feu au Parc des Princes, et il sort genre 3 arrêts sur une demi-heure. Je te jure, mais ça, jusqu'à présent, je suis choqué, mec. Les arrêts qu'il fait après 5 minutes, là, je savais que c'était mort. Sur Odegaard, sur la touche où il y a petite déviation de Martinelli, sur juste énorme, et sur la frappe de Saka en seconde période aussi, qui normalement c'est la frappe classique Saka qui va aller chercher la lucarne opposée. Pareil, la main pour la déviation. Il est toujours pas parfait dans les airs, mais il a montré de la progression. Il est toujours pas parfait sur la distribution, mais il a montré de la progression. Donc ça a été aussi une vraie saison de progression sur ses points faibles pour Donnarumma, et sur sa ligne, il a été impassable. Je pense que de mémoire, en comptant la séance de tir au but contre Liverpool, je peux identifier genre 9-10 arrêts clés de Donnarumma sur la campagne de Champions, sur la campagne où le Paris Saint-Germain remporte sa première Ligue des Champions. Donc champion d'Europe en ayant été aussi déterminant, bah ça te met tout en haut du classement. Et c'est intéressant comme la narrative, elle peut vite changer autour de joueurs. Hein. C'est encore une belle illustration de ça. Mais ouais, pour un mec, en plus de ça, dans la saison, il se prend une balafre là de la part de Singo, je me rappelle là. À un moment donné, je me suis dit, c'est difficile la première partie de saison de Donnarumma, ça a été assez compliqué, tu vois, beaucoup critiqué. Est-ce qu'il a vraiment le niveau? Même moi, en début de saison, je me rappelle, je me disais, tiens, j'ai un problème avec Donnarumma parce que, au-delà même du fait que bon, c'est un très bon gardien, ça on le savait déjà, mais je me disais, tiens, dans le football de Luis Enrique, comment il va s'en sortir? Parce que Luis Enrique, il veut bien que son équipe, elle parte de derrière. Il fallait un gardien qui soit un peu plus libéraux, bon avec les pieds, ce qui est pas du tout le cas de Donnarumma, mais il a vraiment réussi à s'imposer. Moi, je trouve que ce qui fait la spécialité de Donnarumma cette année, c'est qu'il s'est imposé alors que les conditions étaient un peu contre lui. Tu vois, les conditions étaient un peu contre lui, le narratif était contre lui, et il a réussi à s'en sortir. Quand il prend ce but là de Harvey Elliott, effectivement, mais le soir même, il se fait dézinguer. Moi, je me rappelle. Par toute la France, Il y a des vidéos sur Internet et tout. C'est là où j'ai dit que les supporters, vous aussi, de temps en temps, vous abusez. Ok, de temps en temps, on est fâché et tout, mais vous abusez. Et je pense qu'il est avec sa femme ou son épouse, un truc comme ça. Il se fait insulter par des supporters et tout. Donc il y avait vraiment une tension en fait autour de Donnarumma. Genre de tension qui peut faire qu'à un moment donné, mentalement, tu abdiques ou mentalement, t'es pas forcément concentré. Tu réussis pas à t'en sortir. Mais ça montre aussi que c'est un boy qui a commencé le football très jeune. 16 ans quand il était là et qu'il jouait contre son grand-père Gigi Buffon. Mais tu vois, on était présents quand il était là, quand il a commencé à Milan là à 16 ans. Aujourd'hui, il a quel âge là? 27 ans, un truc comme ça. Donc ça fait, je sais même plus, il a quel âge Donnarumma? 26, je pense. 26 ans, ça fait 10 ans de carrière quand même. 10 ans de carrière et 10 ans de carrière au top niveau, malgré des hauts et des bas. Et l'année passée, c'était vraiment le high level. Donc ouais, félicitations à lui. Ils sont allés chercher cette Coupe du Monde là. Et même là, durant cette Coupe du Monde, cette Ligue des Champions, et même durant la Coupe du Monde des clubs, il a été encore une fois très très bon. Donc ouais, il a salué. Vraiment, il a salué. Bravo à Donnarumma. Définitivement le meilleur gardien la saison passée, avec des titres pour, on va dire, soutenir tout cela. Elle est intéressante la carrière de Donnarumma, parce que tu as raison, il a commencé il y a super longtemps. Il a eu ensuite le moment où il a pris, c'est très pertinent le point sur rebondir de l'adversité, c'est un truc qu'il avait déjà connu dans sa carrière quand il part de l'AC Milan en mauvais termes, et puis même sur la fin avec la question de la prolongation, du salaire, etc. Donnarumma, machin. C'était, il fallait encaisser ça. Et derrière, pour l'instant, il a une Champions, il a un Euro. Il va avoir son deuxième trophée Yashin et il a que 26 ans. Donc il faut que l'Italie commence un peu à se ressaisir et à se requalifier pour les compètes. Ce serait pas mal. Mais 74 sélections avec l'Italie, je sais pas à combien il est Buffon, mais encore une fois, il a que 26 ans. Donc les gardiens, on sait que ça peut durer un moment. Les bons shotstoppers comme ça peut durer un moment. Donc c'est presque encore c'est la première partie de la carrière de Donnarumma. On est à peu près au point moitié. Mais ce qu'il a montré pour l'instant, il y a eu des wonder kids de l'histoire du foot où c'était incroyable le début, et puis après en fait non, on s'était enflammé trop vite, etc. Donnarumma, il montre 10 ans plus tard qu'il fallait effectivement s'enflammer, parce que c'était véritablement un prodige, et là c'est un joueur qui compte du paysage européen. Donc ouais.
Non, franchement, Grosse saison pour bravo. lui. À de voir, hein. J'espère que les Italiens, là, ils en sont où, là, dans les qualifs de Coupe du Monde? Ils vont y aller cette année au moins. Ça s'est pas bien passé. Hein. Italiens, Récemment, ils ont franchement, c'est des ils ont tocards, perdu. Ouais. Pas Alors, les aider, je crois que pour l'instant, ils ont joué qu'un seul match. Non, ils ont joué 2 matchs, une victoire, une défaite. Leur défaite, c'était contre la Norvège 3-0, c'est ça. Ok, donc. Ouais, et là, ils ont Avant viré ça- Spalletti, là. Et ils ont ramené Gattuso. C'est l'Italie de Gattuso, maintenant, Voilà, apparemment. J'ai et- déjà hâte de et du voir coup, ça quand même. Voilà. Et du coup, derrière, ils ont battu la Moldavie, ok. Mais je voyais que toute la presse italienne était en flip parce que non seulement ils ont perdu contre la Norvège 3-0, mais la Norvège, qui a une très bonne génération, a gagné ses 4 matchs. Et les qualifications Coupe du Monde, c'est des groupes de 5. Il n'y a que le premier qui est qualifié pour la Coupe du Monde. Le deuxième doit passer par des barrages. Donc l'Italie a déjà un retard énorme sur la Norvège et ils ont perdu 3-0 contre. Donc il faut qu'ils gagnent 4-0 le retour pour avoir une chance de repasser devant la Norvège. Donc c'est encore une Italie qui, au mieux, va sans doute aller en play-off. Et derrière, faudra gagner ce play-off. Et si on enchaîne une 3e Coupe du Monde sans l'Italie, ça va c'est déjà trop, c'est déjà beaucoup ouais, trop. c'est trop. Mais là, c'est même, ça pourrait être catastrophique. Donc on verra. En tout cas, à suivre. Ouais, c'est ça. Voilà pour les gardiens, les amis. On a fait notre premier épisode et on espère que ça vous a plu. Maintenant, on enchaîne sur les défenseurs centraux. Là aussi, il y a beaucoup de choses à dire. Là aussi, il y a eu quelques grosses campagnes titanesques. Et on se retrouve du côté de chez Stan pour ça. Merci d'être là pour le premier épisode de la saison 2025-2026. On relance la machine et maintenant, on est bien parti. On est bien en place. Donc, attendez-vous à beaucoup de vidéos. Prenez soin de vous, les potes. Et on se dit à très vite. Bisous.